Bonsoir. Alors, on va utiliser au début le micro, mais je pense qu'on va essayer de s'en passer aussi. C'est juste. Comment? C'est bien ça, oui. Mais là, comme il y a des personnes au fond aussi, c'est bien de démarrer avec. Donc, on va. Je suis donc Jean-Paul Thibault et je vais faire la modération des échanges qu'on va avoir autour du Tourien. Et on va tourner avec les artistes autour de cette question. Et puis avec les personnes qui sont venues spécialement ce soir ou qui ont participé à des ateliers aussi, voir qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe derrière, devant, à côté de ce Tourien. Et pour introduire ce Tourien, je vais passer la parole à Alain Goulesque. Donc voilà, je vais reprendre d'ailleurs des éléments que nous avions mis en place avec Jean-Paul Thibault sur ces notions qu'on a voulu développer en introduction au campus Fluxus, une manière aussi de remettre un peu les choses à leur juste place. Le concept de Tourien on a conçu vraiment ce concept spécialement pour ce second campus Fluxus, et d'ailleurs le précédent avait aussi une thématique qui tournait autour du rituel d'inversion. Et cette notion, ce concept de Tourien, on l'a quand même imaginé comme poétique, drôlatique, énigmatique, mais pas non plus que cela. Le Tourien nécessite un trait d'union entre ces deux termes opposés, bien sûr, le tout et le rien, à la fois pour le faire fusionner et pour générer un composé hybride aux multiples facettes magiques, facettes d'ailleurs tout autant paradoxales. Brèche, trouée, pour nous rouvrir la conscience et les possibles, rupture aussi pour nous guérir de l'art, écart pour nous permettre de jouer sur les pas de côté, indétermination pour nous désautomatiser du quotidien, jeu pour refondre notre créativité dans un feu pétillant et rieur, écologie mentale pour nous faire partager la transe du tout et du rien. Donc une série de mots comme ça qu'on a un peu extraits de ces notions. Et si le Tourien est un concept paradoxal associant deux termes antinomiques, il est aussi pour nous un espace de tension et de relâchement. C'est ainsi qu'on a imaginé qu'on pouvait le comparer à un élastique. En tous les cas, il est plastique, c'est évidemment le cas de tous nos ateliers que nous avons ouverts. C'est un tout qui peut se réduire à rien et un rien qui peut devenir tout. Et pour Ben Vautier, car je vous rappelle qu'on a aussi désigné ce terme un peu en hommage à Ben qui le pratique régulièrement, le tout et le rien, et que nous voulions conclure l'exposition, on peut le faire par ce campus Fluxus. Ben Vautier, comme pour beaucoup d'ailleurs de membres de Fluxus, tout est art et rien n'est art à la fois. Et cette hypothèse nous renvoie forcément à d'autres termes, la perplexité, le paradoxe, le malentendu, le doute, bien sûr. Nous sommes quand même à la fondation du doute, à l'indétermination. Alors, le Tourien, on a vraiment, est assimilable, je trouve, à cette notion d'élastique. Comme lui, il est un objet parfaitement banal, ce concept, et pourtant, il est doté de capacités très étonnantes. Il peut s'étirer de manière spectaculaire, on peut le voir déjà dans certains ateliers. Il peut occuper un espace, on peut le voir aussi, enfin, on va sûrement le voir dans pas longtemps. Il peut contraindre une matière ou assembler des matériaux entre eux, puis reprendre sa forme initiale. L'air de rien, bien sûr. Le Tourien tient donc
dorénavant de ce concept de l'élastique. Alors quand nous avons imaginé ce campus Fluxus, on s'est dit aussi qu'on souhaiterait, avec vous, et c'est le cas de notre rencontre ce soir, de cette réunion, construire aussi une approche réflexive. Bien sûr, il y a les ateliers, bien sûr, il y a le faire, mais ce qui est aussi important pour nous, c'est comment cette pratique, ou sur votre pratique, cette notion, ce concept, a pu déclencher certaines préoccupations et certains, sur ces 4 jours, on va voir, on n'en est qu'au 2e, ce qui a pu relier ce concept à votre sujet ou à ce que vous avez envie de développer. Et voir avec vous quelle est votre position par rapport à cette sorte de méthode. Est-ce que c'est une méthode d'ailleurs? On va essayer d'en discuter ensemble. Bref, pour ce qui fait pour nous Brèche, par rapport au sens accordé au terme de création, d'activité artistique, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Je rappelle quand même que l'objectif initial de ce campus Fluxus n'était pas... ou du moins ça a toujours été plutôt le principe d'éviter une animation culturelle de plus, mais d'être dans un rapport, une approche plus engagée sur le partage d'aventures artistiques, avec évidemment cette notion d'école qui est sous-tendue par ce terme campus, et qui active d'une manière différente l'apprentissage que bien sûr on développe par ailleurs sur nos institutions, conservatoires de musique, écoles d'art, et fondations de culte. Donc c'est un travail de redéfinition et de questionnement que nous pourrions engager là ce soir, et je pense que ce qui va être important, c'est que vous puissiez vous déterminer ou nous donner des éléments sur ce tout rien. Alors, on avait dans le document que je vous avais envoyé, qu'on vous avait envoyé aussi, avec ce terme de brèche, évidemment qui revient quand même assez régulièrement, nous pouvons démarrer un questionnement. Brèche pédagogique d'abord, parce qu'il n'y a ni maître ni élève, mais un partage d'expérience. Brèche artistique, car il n'y a ni œuvre ni exposition, mais activité créatrice. Brèche conceptuelle, car ni tout ni rien, mais les deux en même temps, finalement, et qui ressemble à une sorte de yo-yo perpétuel et élastique entre deux notions. Donc voilà, je voulais qu'on rappelle un peu tout cela, et puis qu'on fasse peut-être un tour des uns et des autres. Tout le monde se dit par qui ça va commencer. Et que l'on essaye de voir tous ces alentours de cette notion de tout rien, et comment vous l'appliquez, ou comment vous pensez l'appliquer jusqu'à samedi dans vos propositions. Alors, est-ce qu'on n'a pas besoin d'utiliser le micro? Est-ce que vous l'entendez sans micro? Ça va? On va parler fort. D'accord, je vais oui. Qui commence? Tu as beaucoup parlé hier. Ouais. Mais du coup, je peux peut-être envoyer à voir. Je peux envoyer à Jean-Paul. Par rapport je dirais, peut-être au taoïsme, le tourien, Oui. le tourien, peut-être par rapport aux questions taoïstes. Ouais. Mais là, cher neveu, oui, c'est un jeu. C'est moi. C'est le neveu tourien. Oui. Là, en l'occurrence, c'est à vous à commencer à parler de ça. Mais je pourrais y revenir dessus, et notamment sur... on a distribué l'abécédaire Campus Fluxus. Ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent le prendre dessus. Et il y a déjà un terme qui répond un peu à ça, à travers cette idde de koan. Donc, vous regardez à K,
et vous aurez la réponse. Mais je reviendrai dessus après, mais je voudrais vraiment que ce soit d'abord vous qui exprimiez comment vous vous êtes arrangé de ce nouveau concept, voilà, qui est un concept libéré et qu'on ne peut rencontrer et qu'on ne peut définir que par ses usages. Et donc les usages que chacun fait de ça nous permet justement de voir la multiplicité, de la variété de formes, de sens que ça peut avoir. C'est plus clair? Et donc, puisque tu me posais la question, je te renvoie à la question donc, de ces usages, comment... Alors, je peux tu parlais d'expérience par rapport à Brecht. Alors, il y en a une qui m'est revenue, une expérience. Bon, ouais, je parle de ça, je sais pas, hein, c'est pas un truc qui me vient à la tête. Et j'étais avec une petite fille, elle va avoir peut-être 6 ans. Tout le monde entend? Non, voilà. Ok, je gardais une petite fille qui devait avoir à peu près 6 ans. Et à un moment, elle vient, elle s'était mis de la crème solaire sur tout son corps. Elle avait la peau mate, donc tu vois, elle arrive avec de la crème solaire sur tout son corps, comme ça. On regarde, et elle fait comme ça, ce geste, très simple, elle me dit « je suis un squelette ». Elle a trouvé que c'était très joli comme geste, parce que ça renvoie aux peintures de corps africaines, ou à toute une tradition comme ça, où il y a le geste qui arrive et qui marque le corps, et que ce soit une petite fille qui le fasse comme ça, de façon toute spontanée. Ben, moi, en fait, c'est pas un travail continu, hein, c'est quelque chose que j'ai eu fait. Donc, c'est l'observation lorsque je me promenais dans les bois. J'ai remarqué que dans les ornières, à force de passer, les voitures, elles tassaient la terre. Et lorsqu'il pleuvait, il y a un phénomène qui se produisait, elles craquent et elles se recroquevillent. Donc, je me suis dit, tiens, et si j'étais Dieu un jour? Excusez-moi, je vais dire. Et donc, j'ai voulu reproduire le phénomène. Et donc, je vous invite encore à venir regarder la terre qui bouge sans qu'on puisse la toucher directement avec ses petites mains. J'ai fini. Ah, ça vous inspire pas le taurien? Donc, en tant que modérateur... Le tout et rien, par exemple, alors je continue puisque personne parle. Le tout et rien dans la petite expérience que je vous propose, c'est de partir d'une matière, de la transformer, de la broyer, de l'éclater. Ensuite, par un procédé tout simple, de la faire se rétracter, pour ensuite observer l'élévation ou l'érection. Et au final, tout écraser pour redevenir poussière. Voilà. C'est-à-dire on part de quelque chose et on revient au point de départ. Ça va? Et qu'est-ce que serait ce point de départ? Une micrométéorite d'argile qu'on écrase, qu'on concasse, qu'on travaille, mais sans toucher, avec des objets bien sûr, du quotidien, des bouteilles, des passoires à thé. C'est tout. Je peux vous dire que ça. C'est-à-dire on part de quelque chose, d'une matière, on la forme et on la déforme. C'est-à-dire que lorsqu'on est intervenu une première fois, lorsqu'on l'a réduit en poussière, ensuite elle devient une matière à modeler, sans qu'on la touche. Et ensuite, elle redevient poussière. Voilà. On part de A et on finit à A. Un peu un truc alchimique, un peu? Non. Dans l'idée de la destruction? Non. Ah, peut-être. Sur cette question de matière, je peux peut-être envoyer la suite de la conversation avec Violaine. Ouais. En fait, nous, Campus Fluxus, cette année, on l'aborde d'une manière un peu différente, parce qu'habituellement, notre médium, c'est la nourriture. Mais c'est un jeu, mais comme c'est de la nourriture, l'usage premier fait que ça va être mangé.
Cette année, le terme du tout rien, en fait, il nous permet de l'opposition entre une matière à penser et une matière à manger. Et la matière à penser dépasse ce qu'on avait imaginé déjà parce qu'on est dans la même pièce que Jean-Paul Thibault. Des heures suivent des heures et des heures. Donc on invente un vocabulaire, on invente des pratiques. On a fait de la patatographie. On s'est rendu compte que la patate en matière à sculpter était infinie. Qu'elle attaque toute personne, tout âge, toute manière de penser. Et que d'un élément qui est voué à se manger, ceci est un élément... C'est pas de la linogravure, ça génère pas des déchets qu'on ne sait pas encore traiter. Et à la fois, il y a une forme de culpabilité. Au début, moi je l'ai souvent, d'utiliser un matériau qui est lié à être mangé et de jouer avec. Il y a quand même un côté un peu, on joue avec la nourriture à une époque où on ne mange pas tous. Donc moi j'ai toujours une double contrainte avec le fait d'utiliser. Et au final, la patate, c'est le truc le plus facile à produire. C'est que c'est un jeu, c'est que les gens... Tout à l'heure, on a eu plein d'enfants qui sont arrivés d'un coup. Et qui était hyper enthousiaste d'un coup de faire, comment il l'a appelé, un truc, il a inventé des véhicules, il les a peints. Les parents intellectualisent devant ce matériau, ils s'arrêtent et ils ont le stress de ne pas savoir quoi faire et de faire un truc hyper bien alors que les plus jeunes vont arriver, ils ne vont pas se poser la question. C'est ce qu'on s'est fait, on ne s'est pas posé la question de ce qu'allait être cet atelier du tout et du rien. On avait la patate et on avait le tout et on n'avait rien. On est parti sans protocole de départ, sans postulat, sans dire on va faire ça. Et ça, le tout rien, et je pense qu'il est né, il n'existait pas avant d'arriver à Blois. Enfin, je pense pour l'instant. Et on était parti. Au début, on a essayé de se rattacher sémantiquement parlant à l'idée du tout rien avec l'élastique. Et après, on a fait une transposition avec une recette, donc l'aligot. On voyait la patate très élastique, donc travailler ça. Et c'est peut-être la seule idée avec laquelle on arrive de tout ce qui émerge en 3 jours. Je ne sais pas si vous, ça fait pareil d'avoir... Enfin, comment votre atelier il se déroule par rapport à ce que vous aviez imaginé. Si vous aviez un postulat de départ et qu'il évolue totalement. Si, ce qui me touche dans ce titre, ce que j'avais envie d'aller explorer, c'était de l'engagement. Quel engagement on peut porter à ce truc qui est à la fois un peu absurde, mais qu'est-ce qui se passe si vraiment on le fait à fond? Et c'est ça que je trouve beau dans ce tout rien, c'est ce rapport, ce que tu disais du paradoxe entre que je retrouve dans le jonglage, qui est cette idée de bosser 15 ans pour faire une figure que en plus souvent tu rates et qui est hyper courte et qui si tu la filmes pas, elle disparaît, et puis même si tu la filmes, elle va disparaître. Et j'ai pris un peu le même truc avec cet atelier, avec cette idée de qu'est-ce qui se passe si on fait des choses un peu cons, mais par contre on s'investit vraiment pour les porter, quoi. Et on a un exemple avec Eva tout à l'heure, on s'est dit on va aller insulter le mobilier urbain, puisque c'était le thème de nos 4 jours ici, c'est de découvrir le quartier, de trouver des moyens de le découvrir. Et en fait, c'était bien, c'était hyper bien. J'y croyais vraiment peu avant d'y aller, que ça allait être bien. J'ai fait, oh putain, encore un truc chelou, on va revenir et puis on va faire bon, on en fait un autre. Et en fait, de s'investir à fond dedans, c'était hyper jouissif. Donc il y a vraiment ce truc drôlatique dont tu parles. Tu te marres bien à faire un truc qui est vraiment complètement absurde. Et puis en même temps, à la fin, je sais que les lampadaires de cette rue-là ne sont pas les mêmes que les lampadaires de cette rue là-bas. Et que les petits compteurs EDF sont marqués d'un truc sur le front avec un code. Et petit à petit, finalement, j'ai avancé dans cette recherche profonde qui est de connaître ce fameux quartier qu'il y a autour de la Fondation. Et dans une rue notamment où j'étais déjà passé 10 fois et qu'en fait, j'avais jamais vraiment regardé comment les lampadaires ils traversaient, les herbes et je sais pas quoi. Pour moi, c'est un peu à cet endroit-là que je le place. Et par rapport à l'atelier, je crois que
Je sais pas, tu veux dire un truc? Je sais pas, on avance tranquillement point par point et puis les choses s'accumulent. Et on n'a pas de... Je sais pas, on n'attendait rien en fait. Donc Oui, si je peux dire, c'est qu'en fait, on a vraiment le champ ouvert. En fait, il n'y a rien à la base, parce que c'est qui est notre protocole, nos propositions. Mais du coup, dès qu'on sort, il y a tout un monde de possibilités. Et du coup, on crée vraiment tout, des choses qui n'existent pas vraiment dans la vie réelle, au sens que vraiment, c'est d'aller insulter des poteaux, enfin, je sais pas. Plutôt que essayer de rentrer dans des garages, etc. Oui, je trouve très, très dense comme expérience, parce que ça n'existait pas vraiment, il n'y avait rien avant. Et du coup, voilà. En tout cas, moi, je crois qu'il y a vraiment l'idée d'aller à fond dans de plonger très fort. Et c'est ça qui... Ça rend un peu... Ouais. Il y a plus de limites en fait. Quand Eva elle dit rentrer dans un de ses protocoles de découverte du quartier, ça a été de trouver des endroits pour rentrer dans des espaces privés par effraction. Et une fois que tu as marqué ça, c'est bien marrant, mais si tu veux y aller et sentir quelque chose, voilà, il faut pour que ça existe, il faut s'investir à fond. Voilà, c'est cool. Crash test. Nous, c'est la même chose, on a dérivé complètement, enfin c'est pas la même chose, la question d'avant, qu'est-ce qui reste de ce qui avait été prévu. Nous, ça a beaucoup évolué parce qu'on a eu l'envie de faire cette housse pour le bus, on prenait ça comme un truc annexe, et n'ayant pas de participants et ayant la pluie, on s'est concentré sur cette housse, qui est un truc très linéaire, qui est assez massif, qui prend beaucoup de place dans nos journées et qui laisse peu de perméabilité. J'évoquais à Marguerite que j'avais des doutes sur cette construction qui est très un bloc, quoi. Un peu comme la salle dans laquelle on vient de s'installer, où il y a des tables et on a le passage pour passer contre le mur et la table. Et j'ai l'impression que notre espace, il est autour de cette housse très fin. Et ce bloc... qu'est-ce qu'on peut dire ? Marguerite. En final, ça pose la question de est-ce qu'on a envie de continuer les housses déjà ? Et on n'a pas fait du tout nos protocoles du fait qu'il y avait personne d'inscrit pour les ateliers. Et on se demande si en fait c'est pas les protocoles à l'avenir qui seront plus intéressants pour nous que de faire des housses. Mais déjà à la base en fait nous on aime bien les choses pratiques et pourtant on s'obstine à faire des pyjamas qui font souvent 8 mètres par 20 mètres et qui servent à rien parce qu'ils sont pas imperméables. Donc en fait on protège pas les voitures, c'est juste pour qu'elles soient jolies, qu'elles aient des tissus à fleurs. Et du coup qu'est-ce qu'on va faire en fait, voilà. Et du coup Clémence elle a commencé un nouveau truc qui est super chouette, c'est de passer d'atelier en atelier et d'essayer de construire de coudre des choses qui sont pratiques pour les autres. Et c'est pas que joli non plus. C'est pas que joli non plus. C'est comme si tu rends quelque chose. Une voiture, c'est pas n'importe quoi non plus. Ah oui, c'est un peu un objet particulier. Une réflexion derrière, mais disons que... Et là, c'est comme si on dirait qu'il est à l'intérieur. Il y a un déplacement de l'intérieur à l'extérieur et qui est un peu existant dans la voiture, puisque la voiture, c'est comme un espace individuel qui circule dans l'espace public. Mais les mecs, ils sont chez eux quand même dans leur voiture. Tu vois, c'est pour ça qu'ils... Ah ouais, au jeu de la loi, c'est un espace privé. Et donc, il y a cette petite frontière avec laquelle vous jouez, je pense qu'il... Ouais, ça, c'est une réflexion qu'on a. On essaye je crois qu'on en a marre. Mais là, ce qui était chouette, c'était d'étendre à autre chose, de dériver, de trouver des prétextes pour sortir de ce truc de la voiture. Et d'aller avec les gens aussi, parce que la voiture, en fait, on se retrouve souvent seul. Et ça nous plaît aussi, hein, mais en fait, c'est un travail, mais c'est... Ouais, sans remettre en question, je pense, le travail autour de la voiture. Oui, ça nous a c'était juste une façon d'étendre ce travail-là. Et donc, on s'était donné un peu un protocole qu'il fallait suivre, un peu un attentat, parce qu'on n'a pas fait de performance encore ensemble, on fait de la voiture. Et donc, on s'est donné
cette obligation, un peu un truc à suivre. Et en fait, presque, on était satisfaite qu'il y ait la pluie et qu'on se concentre sur le travail répétitif. Moi, je disais que j'avais un manque de réflexion et que je trouvais intéressant dans des ateliers qui se transformaient comme ça, où il y avait un fourmillement, où les choses s'entrecoupaient, où il y avait peut-être des aléas, des connexions entre les ateliers, et que nous, avec notre bloc, on était face à un truc très méditatif pour Marguerite, qui fait des kilomètres et des kilomètres de housse. Mais moi, ça a été tout un ajustement entre accepter ce projet qui avait été écrit, ou alors qu'on avait dit on fait une housse, donc on s'attelle à ça et on rentre la tête dedans, et être perméable à tout ce qui se passe, parce qu'on est dans un endroit où il y a des gens vachement intéressants, où c'est ultra ouvert, où il peut se passer des milliards de choses. Il y a un peu cette excitation de tous les possibles qu'il y a, et à la fois ce truc rassurant de travailler et de garder une ligne droite pour pas se laisser trop s'évaporer. Donc il y a tout un travail de j'accepte ce qui se passe, qui est perméable. Donc j'ai essayé de trouver d'autres portes d'entrée dans cet endroit-là. Je suis passée un peu dans chaque atelier pour essayer de... En fait, quand Jean-Paul m'a demandé de faire des tissus pour nettoyer les patanques, j'ai fait ça avec plaisir, mais avec un peu le truc de j'ai mon travail aussi, il faut que je me concentre sur ce que j'ai à faire. Et après, je me suis dit, mais t'es complètement idiote. En fait, si tu kiffes faire ça, vas-y pleinement. Donc, je suis passée dans chaque atelier, proposer d'autres petites fabrications, d'autres petites offres. Si c'est mon lien avec les ateliers... Non, tu nous as rien dit. Et voilà. Mais je sais pas si c'est ça. Ah bah merde, on a eu plein d'idées en plus, des trucs qu'on a fait. Tout est possible. Ouais, tout à fait, voilà. J'avoue que nous, elle est passée, elle a fait, vous voulez quoi? Elle a fait, non, mais pas trop. Alors, on veut ça, puis en fait, on a passé une commande petit à petit, et elle a fini par partir vite. On t'a vu, hein. Et du coup, vous n'avez rien eu? Si. On attend. Voilà. Et il y a ce truc aussi que je demandais à Joanne, je prends beaucoup la parole, t'as vu, de lâcher prise sur le fait de pas faire ce qu'on avait dit qu'on faisait, de voilà, tout ce que je viens d'expliquer, il y a ce lâcher-là, et aussi de lâcher la destination pour laquelle on fait ça en fait. On fait ça pour un public, nous on l'a pensé avec un atelier, avec des gens, et en fait, il n'y a pas les gens. Donc il faut accepter ça, alors tu essaies de rafler tout ce que tu peux, de ramener du monde. Et j'en parlais avec Joanne hier parce que je disais mais c'est l'art, c'est ça quoi. Parce que tu me disais mais même quand tu fais un projet dans une ville par exemple, où tu es censé rameuter les gens et faire des vrais changements. Je pense que la plupart des gens ou beaucoup de personnes qui font de l'art, c'est pour impacter des gens, faire changer quelque chose, donner plus de conscience, donner quelque chose. Et si cette chose n'apparaît pas, il faut trouver une satisfaction dans l'action de faire, simplement. Ne plus ne plus être dans la destination qu'on projetait de donner aux autres. C'est-à-dire que là, on doit se satisfaire de cette propre action. Enfin, là, dans ce cas-là, en tout cas, d'avoir personne, c'est trouver de la satisfaction. C'est une question. Hein. Oui. On la trouve, on le déporte tout le but de l'action. À cet endroit, moi j'ai envie de rebondir sur ce qui a été dit, ce qui apparaît petit à petit, c'est qu'on revient à un point zéro. On est obligé de revenir à un point zéro, c'est-à-dire qu'on est là avec les attentes, avec les projets, et puis la situation fait qu'on est plusieurs, qu'il y a des attentes sur les matériaux, sur l'arrivée des publics, et on est obligé, des participants en tout cas, on est obligé de se ressaisir de cette question de l'attente. Qu'est-ce que j'attends là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne peux pas ouvrir justement un autre espace? Et c'est un peu la fonction de ce tourien qui en fait n'a pas de sens, on s'en fout du sens qu'il a, mais c'est un espèce d'agent un peu déstabilisant et qui va nous permettre de trouver plusieurs postures, plusieurs trajectoires à l'intérieur même du temps. Alors, je dois dire que c'est le premier jour où on démarre, parce que là, ça fait 3 jours qu'on est déjà là, ou 4, mais il reste tout ce temps encore, vendredi et samedi, et aujourd'hui, il y a des gens qui sont passés dans les ateliers et qui ont fait qu'on était dans l'obligation de jouer avec ce qui se passait. Et ce qui se passe, c'est que ça nous ramène à l'instant présent, ici même, avec le temps pourri qu'il a fait, ça va s'améliorer demain,
avec ces formes aussi de transit qu'on peut avoir, donc de perte d'énergie. Mais je crois que c'est aussi c'est une matière qui nous aide justement à évoluer dans les projets et dans les propositions, et qui ouvre des brèches pour le coup. Voilà. C'est un premier commentaire à travers ce que j'ai entendu, mais on peut... Moi je pensais à Brecht. Brecht était une brèche. Non, mais je connaissais pas le même. Enfin bon. Mais maintenant que vous avez parlé, moi je vais vous dire ce que je ressens. L'année dernière, j'ai pas compris ce que c'était vraiment le campus. Parce qu'il n'y avait pas l'absence de public, parce qu'on attend tous du public. Mais quand on dit happening, c'est pas pour un public, c'est comme Alan Capro, c'est faire ensemble quelque chose qui sert à rien. Mais en fait, ça sert pas vraiment à rien. Enfin, pour ma part, le tout et le rien, il y a le trait d'union. Et dans ce volume-là, il y a la rencontre. Et moi, cette année, je trouve que c'est vachement riche. Et tant mieux s'il n'y a personne. Parce que... Mais c'était aussi riche l'année dernière, sauf que tu n'étais pas rentré dans l'élastique. Parce que parce que j'avais pas compris l'élastique et puis. Mais dans tous les cas. Et puis parce que j'avais un peu peur de l'inconnu et tout ça. Et puis cette année, je me suis dit non, allez, vas-y, va rencontrer, Enfin, moi, je suis super contente de rencontrer des jeunes intelligents et cultivés et qui ont fait des écoles. Parce que ça fait longtemps, moi, que je suis sortie de ce cursus-là. Et je trouve que, justement, le tout et le rien, ça mène quelque part. Toi, tu disais Brecht, moi, je pensais Bertolt Brecht. Mais la brèche, la fracture, enfin, le possible, quoi. Dis que j'articule mal, je suis tout à fait d'accord. Et voilà. Et c'est dans ce rectangle noir, là, le trait d'union, il y a la rencontre. C'est se connecter pour que nous, ensemble, on fasse un happening. Tant pis s'il n'y a pas de personnes que ça intéresse. Non, mais la question, encore une fois, c'était pas de forcément intéresser la terre entière. C'était de dire, voilà, chacun a son travail et chacun vient ici pour avoir un espace de création personnelle auquel il invite d'autres personnes. Mais c'est vrai que le départ, comme je disais tout à l'heure, c'était pas de faire une animation culturelle de plus, du moins pour mon point de vue, mais c'était au contraire d'être dans un rapport de construction. Alors c'est un peu ce que vous faites, du coup, vous êtes public ou sans public, la question c'est ce que vous avez à faire en fait. Qu'est-ce que j'ai à faire par rapport à cette proposition? Et on va continuer, donc. Mathilde, toi. Moi, le tout et le rien, ça me fait penser au plein et au vide. Et au plein et au vide. Et c'est ce qui fait partie de mon travail, puisque j'ai un travail d'image et un travail corporel. Et dans le travail d'image, ce qui m'intéresse, c'est d'enlever les corps. Donc forcément, quand je les enlève, ils ne sont plus là, mais ils sont quand même visibles. Et dans le travail corporel, j'enlève aussi quelque chose, mais il reste quand même visible. Et il y a tout un rapport aussi à la respiration. Respirer, c'est se remplir et se vider, le tout et le rien. Et je m'attendais à avoir du monde, et finalement, il n'y a eu personne. Et c'est peut-être bien, en fait, parce qu'il y a un rapport... Dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est l'attention qu'on porte à être ensemble, le lien qui se crée entre nous, les distances qui se créent, les rapprochements. Et finalement, là, je me retrouve un peu avec moi-même. Et c'est un peu une chorégraphie personnelle qui entre en jeu. Et il y a rien et en même temps, il y a tout. Et le fait qu'il n'y ait personne aussi, ça m'a permis de modifier aussi certaines manières de penser, de travailler. Parce que finalement, il y a toujours quelque chose qui existe. Et voilà, on est ensemble dans les ateliers avec Clem et Margueux. Et du coup, il y a aussi un lien qui se fait dans un autre rapport, pas forcément de travail corporel, parce qu'on ne bosse pas sur les mêmes choses, mais il y a des liens aussi qui se font sur le travail de créer des costumes, et du coup, il y a tout et en même temps, il n'y a rien, quoi. Vous avez imaginé des prothèses liées au mouvement ou pas? Non, mais ouais, pour moi, le tout et le rien, en fait, c'est le plein et le vide. Et finalement, dans le vide, il y a tout. Donc,
c'est aussi ce qui m'intéresse dans le corps. Comment quand on enlève, ce qu'on enlève, on le voit plus que ce qu'on a physiquement. Et dans tout le travail du geste aussi, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que ça crée comme chorégraphie? Et voilà. Fait. Alors moi, tout rien, en fait, j'ai pas du tout pensé au titre parce que c'est pas, j'ai rien fait le projet spécialement pour tout rien parce que je suis déjà rien. Alors donc c'est vous qui venez me chercher, donc vous avez fait le bon choix puisque je suis quelqu'un de rien du tout et voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait dans le projet? En fait, j'ai rien préparé parce que quand je dis bien préparé, c'est pas vrai parce que je suis quelqu'un de toujours préparé, je suis toujours partante, n'importe quand vous m'appelez, c'est bon. Non, en fait, c'est pour dire que dans la vie, je suis déjà tous les jours préparée moi-même parce que moi, je me suis dit, si je suis prêt, mon art, ce sera prêt. Si je ne suis pas prêt, mon art ne sera pas bon. Donc, c'est mon philosophie depuis toujours. Donc, du coup, en fait, je ne suis pas du tout déçue, il n'y a personne parce que j'étais plutôt surprise, il y a quelqu'un. Non, j'attendais personne, mais il y a 3. Et du coup, il faut que je me réveille tôt, du coup. Mais... Non, je rigole, c'est pas vrai parce que je suis toujours très contente de travailler et tout. En plus, j'appelle pas ça travail parce que je suis tellement contente de faire ce que je fais. Donc, chaque fois, on dit travail, c'est pas ce que c'est travail, mais là, donc, je vais vraiment aller travailler puisque j'ai besoin d'argent. Donc... Moi, du coup, maintenant, je fais une formation de croupière. Et comme je dis, mon art et ma vie, ça ne se sépare pas. On ne peut pas séparer parce que si m'enlève ma vie, il n'y a pas mon art. Donc, je sais que les gens m'apprécient comme ce que je fais comme l'art. Donc, du coup, il faut que j'amène ce que je fais dans la vie, dans l'art. Du coup, j'ai amené mon panier de croupier. Donc, j'ai organisé les tournois dans mon atelier et tout. Donc, le premier jour, peut-être c'est un peu choquant pour la jeune fille qui est arrivée seulement au Beaux-Arts. Il est arrivé un truc de casino et tout. Mais c'est très précieux parce que c'est une leçon pour elle. Imagine, je fais 5 ans de Beaux-Arts, un an possiblement à Nantes avec Stéphane Moiton, avec tous les stars. Finalement, je deviens croupier. Voilà, c'est vraiment une catastrophe. Cette leçon, c'est pour vous dire que c'est mieux tu apprends maintenant que dans 20 ans, tu vois. Donc, dans mon formation, il n'y a que des jeunes et tout. Je suis la plus vieille parce que, voilà, sortie Beaux-Arts. Voilà, c'est pour ça que je me demande pourquoi tu m'as formé 5 ans. Après, j'ai besoin d'aller chercher un boulot, tu vois. La dernière fois, on a déjà discuté, mais c'est pas grave. Tout ça, rien n'est grave. Rien n'est grave pour moi. Tout est une leçon pour moi et je suis très contente d'avoir tous les échecs, toutes les catastrophes, comme ce que tu dis dans le livre Ni chien ni poisson. Si vous avez le petit bouquin, il a marqué Ni chien ni poisson dans le N. C'est l'atelier que j'ai fait avec Jean-Paul Thibault, mais à l'époque, je dis ça, c'est parce que j'ai découvert mon atelier. Parce que quand j'étais au Beaux-Arts, je ne parle pas français, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bah, du coup, maintenant, j'ai vu ça, dire ah tiens, mais c'est vrai, ce que je fais, c'est ni chien ni poisson, et c'est tout rien, c'est tout ce qui est conflit, tout ce qui est catastrophe, tout vient de rien du tout, et voilà quoi. Parce que, comme tu vois, comme je deviens, c'est incroyable, je ne devais pas être là, mais je suis là. Donc, je devais être en train de couper mon truc. C'est le tourien, la magie du tourien. Tu peux tout gagner ou tout perdre. Ah oui, c'est ça. Comme au casino. On fait le tour encore avec les autres artistes, et puis après on voit avec les autres participants, les gens qui ont participé aux ateliers, qui nous ont visités aujourd'hui, comme ça on fait. Et donc, Mathieu. Je pense que ce concept de taurien, avant qu'on le nomme ainsi, c'est quelque chose qui, je pense, me parle depuis très longtemps. Et je le perçois à travers l'instrument que j'utilise principalement pour travailler, qui est le microphone, qui permet la plupart du temps de transformer ce rien en tout. Et je pense que ce taurien comprend l'espace où il est possible d'insérer des instruments, mais des instruments aussi en tant que sens, comme peut l'être la vue ou l'ouïe. Et je pense que c'est simplement une valeur subjective qui fait que l'humain rayonne entre les deux et qu'il est possible de choisir ce qu'il est plus adéquat de voir à ce moment-là. Je pense que du coup c'est un concept qui m'est quotidien, du fait de
pouvoir ramasser des choses et les garder. Le son, c'est quelque chose c'est une énergie déjà qui se déploie dans le temps, qui est impulsée par quelque chose, un événement. De ce fait-là, forcément, cette énergie disparaît et tous les sons qu'on entend finissent par s'émanciper dans le silence. Le microphone permet de capter ce son-là, de le conserver, de l'archiver, de le ressortir. Et de ce son qui est devenu rien, il peut réexister et reprendre une place de tout, avoir un sens, et même un nouveau sens, et dans la possibilité de le transformer, de l'amener dans une autre signification encore derrière. Je pense que c'est un concept que plastiquement aussi Vahan a pas mal, il me semble. Et que sur ce point-là, on s'est retrouvé avec des projets, des radeaux sur lesquels on a déjà travaillé, qu'on a pu insérer dans ce contexte-là de la salle 7, qui nous convient tout à fait, qui fait complètement écho à nos recherches depuis quelques années. La salle 7 Salle 7. La vache. En effet. Tout à l'heure, on discutait devant la salle 7 justement, et j'ai passé un petit moment seule à écouter. Et on rediscutait, et je me rappelais il y a hier ou avant-hier, quand vous étiez en train d'installer, et que Vahan disait à quelqu'un qui passait qu'il y avait un son un peu chamanique qui était un enregistrement tout simplement de ventilation. Et je trouve et je vous rejoins beaucoup sur ça, c'est-à-dire sur les regards et que l'on porte sur des choses qui sont rien, qui sont là, qu'on laisse passer, et les temps de pause qu'on met sur des choses qu'on n'observe pas d'habitude, qu'on n'écoute pas d'habitude. Et ce que vous faites dans la salle est vraiment important pour amener le regard, amener l'ouïe, amener le corps et les gens à traverser quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est quelque chose que nous, dans le design graphique, nous intéresse beaucoup, parce que dans la coordination, donc on fait la coordination ici, on travaille avec des flux humains qui ne se voient pas, des flux de lecture, des flux de couleurs, des flux d'ego aussi, des flux d'envie, des flux de choses que les personnes n'aiment pas, de formes que les gens n'aiment pas, des formes que les gens aiment. Et c'est très important en fait d'être attentif à tout ça en fait pour essayer de comprendre au mieux et de faire circuler les choses sans être brutal, sans être ou en l'étant, parce que c'est volontaire en fait. Mais c'est des choses qu'on essaie nous dans notre travail de faire en fait. Tu veux rebondir sur ce qu'a dit Mathieu? Mais déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir à entendre tout le monde. C'est le premier truc que je peux dire, puisque je suis le dernier à prendre la parole. Alors du coup, j'ai trouvé que tout le monde a dit des choses qui étaient très jolies. Et pour moi, ouais, c'est un vrai plaisir de pouvoir... voilà, c'est vrai qu'on est venu là pour faire un travail, mais c'est aussi l'opportunité de rencontrer d'autres personnes avec d'autres sensibilités et tout. Et chacun des personnes qui ont pris la parole là juste avant m'ont touché par des choses qu'ils ont dit. J'ai trouvé qu'il y avait des regards précis, drôles. Pour ma part, là du coup, franchement, je sais pas, on part un peu sur ce qui est travaillé ici en fait, ce temps de travail. Et du coup, moi je trouve, pour moi, c'est une super opportunité parce qu'on peut échanger avec Mathieu et du coup parce qu'on peut rencontrer d'autres personnes et qu'on a un temps de recherche et un temps pour proposer les choses et que du coup c'est un format qui est bien complet. Et... Ouais. J'ai l'impression que c'est un concept qui est né en fait parce qu'on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire pendant ce campus Fluxus, où est-ce qu'on allait amener les choses. Et en fait, c'est un concept qui naît, une notion élastique. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est tout simplement inhérent à toute pratique artistique. Et ce qu'on entend ici par rapport à cette notion élastique,
c'est des remises en question, c'est des tensions, c'est du doute. On a la fondation du doute, je pense que ça fait écho. Et ces échos-là, en fait, ces élastiques qu'on est en train de créer, on les a tous dans notre vocabulaire. En fait, on a un vocabulaire commun qu'on met en place dans ce tourien, mais finalement, est-ce que le tourien n'était pas déjà là et qui influence le plus le tourien? Est-ce que c'est nous? Est-ce que le tourien nous influence? Parce que finalement, vous êtes tous venus ici en vous posant la question de qu'est-ce que vous alliez proposer par rapport à ce concept-là, mais finalement, il se trouve que c'est déjà dans vos pratiques. Donc, D'ailleurs, c'est pour ça que tu nous as réunis. Qu'on vous a réunis. Mais bon, ce qu'il faut préciser, c'est que, et là vous êtes en train de le démontrer, quand on a pensé au départ les campus Fluxus, c'est vraiment dans l'idée d'un, je vais dire un gros mot, d'un laboratoire dans lequel effectivement les choses peuvent bouger, peuvent se mettre en place, et dans lequel il y a des rencontres. Il y a des rencontres entre le lieu, la ville, entre les gens qui travaillent ici, les gens qui sont invités pour travailler ici, les gens qui viennent, j'aime pas trop le mot public, mais les gens qui viennent par curiosité voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, on a passé comme ça. Ensuite, sur cette question du tourien, là je vais faire un peu de pédantisme en citant John Cage. Il a été un des premiers à poser ça, c'est que même quand il se passe rien, il se passe toujours quelque chose. Donc ça veut dire que pour nous tous, c'est aussi le fait de se mettre en état d'écoute, d'attention à ce qui se passe et de vigilance presque par rapport à ce qui se passe, de manière à pouvoir rebondir, se saisir des occasions, des micro-occasions comme des grosses occasions qui peuvent se présenter à nous. Et c'est marrant, je trouve que ça c'est très très bien qu'on fasse ce temps-là maintenant plutôt qu'à la fin, comme un bilan, parce que justement ça vient relancer le regard et l'écoute qu'on a les uns les autres par rapport au projet, par rapport aux propositions, à ce qui est en train de se faire. Et peut-être que là c'est aussi le moment de voir pour celles et ceux qui ont participé, qui ont traversé les ateliers, quelles sont les perceptions qu'ils ont pu avoir justement à partir de ce tourien, de la situation concrète dans laquelle ils ont été immergés. En particulier vous tout à l'heure, puisqu'on en a un petit peu parlé, qu'il n'y a pas, c'est dommage, mais ils sont allés chercher Michel et Tchekopar, mais vous avez fait l'expérience cet après-midi. Ouais, en fait, cet après-midi, on est parti avec Valentin à l'atelier Benphonie. Et moi, personnellement, j'ai aucune pratique musicale, je joue d'aucun instrument, j'ai fait du piano pendant 1 an, mais c'était vraiment assez superficiel. Et en fait, là, pendant ce temps qu'on a eu avec, j'ai perdu leur nom, François et Jean-Claude, en fait, ça, je sais pas, on a pu développer une espèce de mise en connexion avec soi-même au final à travers la pratique de l'instrument, même si je la connaissais pas du tout. Et je sais pas, on s'est mis dans une espèce de transe pendant une après-midi et on n'a pas vu le temps passer en fait. Et ouais, je sais pas, voilà. C'était... en fait, on est passé du rien au tout en l'espace de quelques instants et en même temps, on avait... moi, j'avais plus de notion d'espace, j'avais plus de notion de temps. C'était une bonne expérience, ouais. Voilà. C'est toi aussi, Sybille, qui a traversé les ateliers pour le coup, qui a une vision circulaire. Déjà, j'ai eu la surprise de devenir croupière. Du coup, c'est pas rien. C'est vrai, hein? Ça va, tu te débrouilles bien. Ouais. Non, mais c'était pas mal jusque-là, toutes les rencontres comme ça et se laisser, être lâcher prise et vraiment se laisser porter par toutes ces
énergies différentes et ouais, faire toutes ces petites choses et voilà. Et l'échange aussi d'idées, parce que si tu n'avais pas parlé de noix, par exemple, à midi, jamais j'aurais pensé mettre un cerveau sur une patate. Non, mais ça donne lieu à des interactions. On récupère tout, en fait, ce qui se passe dans tous nos Est-ce que c'est pas l'essence ou la quintessence du groupe? Est-ce que ça devrait pas être ça? Je conclurai pas. Enfin, je veux dire, là, il y a plusieurs fois, j'ai entendu presque une conclusion de ce qui était en train de se passer, alors qu'on démarre juste. Donc, c'est en suspens et c'est un état de suspension, le tourien. On peut rencontrer la transe, on peut rencontrer plein d'états, mais je crois qu'il faut le garder. Voilà, on a encore plusieurs jours là, devant nous pour se réjouir et que ça passe à la fois par les repas qui nous sont préparés aussi, le midi, où c'est des super moments aussi d'échanges qui se font d'une manière très matérielle, mais en même temps non conceptualisée entre nous. Donc ça nous arrive. Et puis il y a des rencontres aussi qui se font dans les ateliers avec certains participants. Je pense à toi qui nous a le deuxième jour qui nous a parlé de ce système de cartographie. Tu étais en train de travailler un atelier modelage. Voilà, j'étais avec Alain et hop, nous on s'est retrouvés justement dans cette déhiérarchisation et où on s'est retrouvés très intéressés par ce qui nous montrait, ce qui nous démontrait. Voilà, ça c'est une forme de troc où voilà, c'est de l'inattendu aussi à ce moment-là, mais c'est de l'inattendu qui est attendu en même temps. On attend d'être aussi surpris par moments. Voilà. Et tout à l'heure aussi, on était dans l'épluchage de pommes de terre, et avec vous, je sais pas je connais pas vos prénoms les uns les autres, mais non, derrière. Voilà, Alain. Et on épluchait les pommes de terre, et voilà, tout d'un coup, on a commencé c'est Jean-Baptiste qui a parlé de l'électricité qu'on pouvait faire. Donc, il dit c'est pas possible, parce que vous êtes en plus dans la partie électricien. Et j'étais cherché sur Internet pour lui montrer que oui, on pouvait faire de l'électrolyse avec les pommes de terre. Mais voilà, on est parti sur une discussion et moi, je trouve, à travers ces échanges et ces ateliers de tout rien, que ça permet justement de prendre le temps des échanges. Et ça, c'est important dans une société actuelle où c'est la communication, c'est la vitesse, etc. On n'a plus le temps de se parler. Et en plus, ça permet d'explorer tout un tas de choses qui sont, qui permettent de dériver sur d'autres. Et voilà, moi j'ai trouvé fort intéressant certaines animations, et même j'ai pas pu aller partout, et vraiment c'est quelque chose qui ouvre qui nous fait qu'on socialise, disons, sur les choses, sur tout ce qui nous entoure, sur notre environnement. Et qu'on peut douter, parce que vous avez Pardon ? douté, et qu'on peut douter, on peut douter, oui. Et vous êtes parti de ce doute-là pour on a commencé à converser à partir de ça. Mais le doute permet d'aller plus loin aussi dans l'exploration des choses. Bien sûr, donc c'est bien pour ça qu'on a choisi cette thématique, parce qu'au fond, la question du doute, on va dire que le tout rien a le même caractère transgressif que la question du doute, que le doute. Transgressif parce qu'en fait, lorsque l'on doute, et c'est bien pour ça qu'on a choisi avec Ben d'appeler ce lieu Fondation du doute, lorsque l'on doute, on est totalement libre, dans la mesure où on ne choisit pas ni ce qui est beau, ni ce qui est né, ni ce qui est bien, ni ce qui est mal. On est dans une espèce d'incertitude qui est celle qu'on est en train de vivre aussi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de penser que c'est un concept libéré, le tout rien, parce que justement,
il ne donne pas il n'est pas fermé. Donc tout reste possible en permanence. Tout le temps, tant qu'on restera dans le tout rien, tout est encore possible. Et c'est pour ça qu'il est politique. Et c'est vrai que le tout rien est politique, comme le doute est politique. Et ça ne convient pas de rester dans cette situation pour les politiques ou pour la société en général. Et donc cet espace est encore un endroit, finalement, le doute, le tout rien, où nous sommes dans une transgression de certaines limites, de certains codes, et qu'on est là pour les déconstruire, justement, ou se libérer d'une certaine manière, et ne plus s'imposer. Je pense que c'est une transgression salvatrice, dans le sens où ça nous sort de notre carcan, de notre éducation, de notre environnement, qu'il soit religieux, politique ou autre, et ça nous permet effectivement de s'ouvrir des horizons qui sont effectivement intéressants avec le temps. Et prendre le temps, justement. C'est vraiment une écologie de l'attention. C'est développé, c'est un gros problème actuellement, et c'est développé par certains praticiens et théoriciens. C'est comment on reconquiert notre attention, parce qu'on est sollicité, archi-sollicité en permanence. Donc comment créer des zones dans lesquelles on puisse recommuniquer simplement et retrouver une forme d'élasticité par rapport à ça. Et à propos d'élasticité, on a Neige qui nous a rejoint et qui s'est emparé des élastiques et pour faire du tout rien. Est-ce que tu peux nous dire Oui, alors c'était plutôt une version assez littérale finalement, parce que je trouvais que le terme de l'élasticité et l'élastique était très employé dans le discours de Campus Fluxus et de cette thématique et de la manière dont il a été expliqué. Je pense que c'est un bel exemple. Et c'est toujours aussi dans l'idée de proposer quelque chose qui peut s'activer tout seul, qui est simple et entendable par aussi bien, notamment dans ce qu'a fait par des enfants que par des adultes. Voilà, de fabriquer, d'imaginer des formes en partant. En fait, initialement, j'avais proposé à Alain quelque chose d'un peu plus radical peut-être, mais je voulais travailler avec des plus grands élastiques et peut-être agglomérer le mobilier les uns avec les autres et créer des formes avec les tables. Bon, et il m'a pas trop suivi sur... Mais on aurait mangé où? On aurait mangé où? Voilà. On aurait imaginé d'autres manières de manger, mais et en fait, moi, dans tout ce que j'entends aussi... il y a la question du langage, et de la perception des uns et des autres, et je trouve effectivement il n'y a pas encore de conclusion à donner. Je pense qu'il ne faudra surtout pas en donner de conclusion. Et finalement c'est ce langage de perception et ce langage de création que chacun déploie, et comment et quelle porosité il peut y avoir à travers tous ces langages et pour créer et imaginer d'autres choses. Et j'avais envie aussi d'ajouter un truc, c'était que ta citation à Cage, elle est plus que pertinente, et je crois que on n'a pas assez exploré justement ce silence tous ensemble. Et peut-être qu'on pourrait l'explorer à un moment donné. Elle chiche du silence, et le premier qui brise le silence est un être du tout. Il est grand temps de changer de silence. Voilà. Alors, moi, à vous écouter, c'est bien, parce que ça me donne encore des idées. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, le dénominateur qu'on a tous en commun, c'est la force et la résistance? Parce que dans la sculpture, là, moi, je l'éprouve. Dans la couture, je pense aussi. Dans tous les ateliers où je suis allée, sauf toi. Non. Il y a toujours cette notion de force et de résistance, comme dans l'élastique, quoi, en fait. On exerce une force, on lâche, il reprend sa place. Lui, il résiste, mais
Et quelque part, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que ça résonne en vous? Non. Bon, ils sont totalement extensibles, hein. Parce qu'en fait, on est plus surfeurs que résistants. Hein? On est plus surfeurs que résistants. Oui, mais enfin, non, mais moi je me retrouve dans ce que tu dis, dans le sens où bien sûr qu'on est toujours à l'opposition de quelque chose pour trouver un équilibre. Et sûrement le déplacer un peu plus vers là où on préférait le voir qu'autre chose. Mais et juste pour rebondir sur ce doute que tu assimiles au tout rien, je pense que l'un peut exister que si il a en conscience de l'autre. Les deux sont intimement liés et peuvent pas être séparés. Et ça m'amène juste à une histoire à laquelle je pense depuis tout à l'heure, j'arrive pas à m'en sortir, du coup je vous la partage. Cette année, il y a eu un grand traité universel scientifique qui ont signé le fait qu'ils sont tous d'accord à dire que finalement on connaît que 5% de l'univers. Et c'est une découverte majeure dans la science moderne. On est en 2018 et cette découverte majeure nous fait dire que on sait rien du tout. Et je trouve que c'est une période formidable pour rester ouvert à tout ce qui peut arriver, parce qu'il y en a encore une infinité devant nous. Mais c'est qui a dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Depuis tout à l'heure, je cherche. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Ah, Socrate. Voilà. Qui n'était pas si sot que ça. Non. Il l'a dit trop fort, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Je ferai attention. Après, il y a Marion aussi qui a pensé des choses, qui a organisé des choses par rapport à nous. Oui, alors du coup, je vais en parler après. Ouais, d'accord. Oui, mais quand même, déjà là. Après, moi, c'est plus sur le contexte par rapport à Fluxus, historiquement. Enfin, on a déjà parlé, mais les références de Ben, de John Cage, je vais en reparler. Mais voilà, voir un petit peu comment chacun des exemples, comment cette thématique traverse les productions, les expérimentations des artistes Fluxus, de quelle manière, voilà, et à quelles autres idées aussi, quand Mathilde disait que tu disais le tourien, ça te fait penser au vide, au plein, voilà, en termes de références artistiques, j'ai pensé tout de suite aussi, le vide de Klein, le plein d'Armand, ou l'absence, la présence, enfin, j'en reparlerai aussi, mais voilà, comment, moi c'est plus ça qui m'a questionné, comment ça traverse, de quelle manière, pour ma partie, les artistes Fluxus, voilà, j'en dis pas plus maintenant. Bah oui. Certains l'ont, voilà, dans l'expo, c'est différent. La collection, mais l'idée qu'on proposait, c'était de se confronter peut-être à d'autres idées de Tourien avec cette collection qui est dans les étages, hein, si vous êtes d'accord. À moins qu'on ait encore d'autres choses à se dire, là, mais peut-être qu'en l'état actuel... Non, oui, enfin, moi, il me semble qu'on n'en a pas parlé encore. Qui n'a pas parlé je ne connais pas votre prénom non plus. Aurélien. Moi, je n'ai pas grand-chose à vous raconter. Je venais voir ce que les artistes allaient dire sur le tout. Ouais. Et alors, comme ça, premier jet? Non, c'est pas inintéressant. Tout le monde part un peu dans tout délire, quoi. Moi, je suis pas artiste. Je suis à l'extérieur. Ben moi non plus. C'est pas. Donc, je regrette pas d'être venu vous écouter. Vous avez fait le tour un peu des ateliers? Non, la première fois que je viens à la Fondation du Doute. Oh, c'est bien. Donc vous allez nous suivre pour visiter, super. Et ensuite, il y a aussi la dame qui est à côté de vous. Moi, je dis que oui, c'est pas inintéressant, comme il dit le monsieur. Donc, c'est vrai, il y a des choses à découvrir et tout, qu'on apprend aussi, qu'on ne connaissait pas. Oui. Donc, voilà. Et Rémi, donc, qui aperçoit, c'est ton entrée aujourd'hui dans le second campus Fluxus, mais l'an dernier, tu es passé aussi, tu étais venu, non? Ah oui, tu étais en Indonésie aussi. Là, j'arrive. Donc, je vous écoute. Et il est certain que ça ne sent pas la conclusion. Et puis, j'espère que vous avez raison. Surtout, cherchez à ne pas en avoir. Tu as l'habitude des expériences
un peu laboratoire, le mot est... Mais c'est pas mal de l'employer, le mot laboratoire. Bon, ces expériences d'entrecroisement, ce que je retiens, c'est l'entrecroisement des choses. Et j'aime beaucoup le côté déceptif. Ah, je devais faire quelque chose, il n'y a personne. Ça, c'est extraordinaire, parce que on est toujours avec personne, de toute manière, quand on fait de la... On imagine des choses, et c'est une chance tous les 200 ans d'avoir une réponse du public. À moi de devenir, d'avoir choisi des carrières fulgurantes. Et je pense que l'underground d'aujourd'hui, c'est cette humilité épouvantablement sévère qui nous attend là. Je parle quand même de loin par rapport à vous qui avez des jeunes esprits. Là, je viens de lire des mots de monsieur. Ils sont là. Et ils ont accepté le fait qu'il faut redéfinir vraiment ce qu'il y a autour de nous avec les outils les plus simples, des mots les plus simples, sans dire « oh, je vais devenir Mallarmé » voilà, non. Mais et pour rentrer dans le XXIe siècle, parce que les références qu'on fait, nous, hein, on est quand même encore un peu du XXe siècle. Donc ouvrez la porte du XXIe siècle. On a déjà 18 ans de manger. Hein. Et là, j'étais récemment à Marseille, justement, une première mondiale de compositeurs chinois. Puis dire, ça va être extraordinaire, il y avait le Ken, etc. Et en fait, j'ai encore entendu de la musique du XXe siècle. J'ai dit, c'est incroyable. Hein, c'est très, très, très long. Je vous le souhaite surtout de poursuivre un très beau voyage jusqu'au 3. Après... Et peut-être pour justement introduire sur la collection, mais cet après-midi, je citais à Alain une phrase de Claude Roy qui est quand même assez intrigante, mais qui est très belle dans la définition de l'art. L'art, c'est ce qui, dans un objet, continue à servir quand il ne sert plus à rien. Ça aussi, c'est tout rien. C'est-à-dire que c'est une gymnastique qu'il faut imaginer, mais c'est souvent ce qui nous tombe des mains, ce qui ne sert plus à rien, qui tout d'un coup nous relance dans une réflexion ou dans une activité parce qu'on a besoin et de faire des choses, d'être corps et à la fois de pouvoir penser. Et je dois dire que je suis très heureux de ce qui se passe et ce qui se dit avec nous et avec nos amis qui sont venus écouter ça, c'est que ça prouve qu'on peut penser ensemble sans la tutelle de penseurs, de théoriciens, et donc c'est aussi une forme d'émancipation. Les artistes et les non-artistes sont capables de pouvoir penser et de pouvoir faire récit sur ce qu'ils vivent et sur comment ils pratiquent. Et ça, pour moi, c'est une santé inouïe qui est là pour nous, pour pouvoir continuer à faire des choses. Oui, on a été nourris aussi, Jean-Paul. On a été nourris par les anciens. Oui, mais je ne parle pas des anciens. Je ne parle pas des anciens. Je parle des modernes. Des modernes. Oui, mais les anciens, c'était au marché. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'on va refaire certainement un temps de discussion sur la manière dont les artistes et les gens qui fréquentent les artistes ou qui viennent voir les artistes, comment ils sont totalement sous, je dis bien la tutelle, de théoriciens, de commissaires d'exposition et de certaines institutions. Et ce type de laboratoire est fait aussi pour qu'on puisse réfléchir et que les uns et les autres puissent trouver pour le coup, de l'oxygène et ouvrir d'autres brèches. Voilà. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et comme dirait Raymond DeVos d'ailleurs, excusez-moi, je finis juste,
Comme dirait Raymond DeVos, si le doute a une ombre, c'est que le doute persiste. Et qu'il existe. Oui, il a une ombre. Ouais. Tu voulais dire? Oui, il y a juste un petit mot que je voulais dire, auquel j'ai pensé aujourd'hui, qui est ce mot un peu joli, qui est pareidolie. Et que j'aime beaucoup parce que c'est un phénomène qu'on vient vraiment creuser dans l'art et qui vient justement... c'est le phénomène physiologique, je crois, on peut dire ça, où on passe notre temps, le cerveau tout seul, un peu comme une respiration, passe son temps à essayer d'identifier s'il connaît ou pas ce qu'il y a devant lui. Et donc, en permanence, on jauge cette chose qu'on voit. Et si on ne connaît pas, on vient souvent mettre des objets que l'on connaît pour essayer de se rassurer mais si on le connaît, c'est pas grave. Et donc c'est comme ça que survient les éléphants dans les nuages. Voilà. Et c'est assez joli parce que c'est un jeu auquel on peut qui a à voir avec la contemplation. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur le temps qui était nécessaire pour discuter, et moi je viens, alors c'est la deuxième fois que je viens, je suis venu à l'atelier de typographie en imprimerie trace, et donc là on a revisité le journalisme, le fanzine. Et là, je viens dans ce contexte-là aussi parce que justement le contexte que vous mettez en place favorise justement le doute et la possibilité de voir les choses différemment. Et c'est pour ça que j'ai apporté un petit peu la cartographie. Parce que c'est une autre façon de représenter le monde et du coup de le penser. Et pour rebondir sur Socrate, on ne pense que ce qu'on nomme, et donc il faut nommer ce que l'on vit pour pouvoir éventuellement le penser. Donc pareidolie, c'était un point de départ pour penser, c'est pas une conclusion, c'est vraiment une brèche.